6 décembre 1972. Eugene Cernan, astronaute expérimenté, commandant de vaisseau Apollo 17. Il sera le dernier astronaute à quitter la Lune. Harrison Schmitt, Jack pour les amis, le premier scientifique et surtout le premier géologue à débarquer sur une autre planète. Ronald Evans, pilote de la cabine Apollo. Il restera en orbite autour de la Lune pour effectuer une série d'expériences qui représenteront le dernier regard de près de l'homme sur la Lune. En 1675, Robert Hooke, astronome collaborateur de Sir Isaac Newton, demandait à celui-ci comment il avait fait pour mener à bien son travail sur la gravitation. Newton lui écrivit « Si j'ai pu voir plus loin, c'est parce que je me tenais debout sur les épaules de géants. » Début de pressurisation, la pression augmente. H moins 30 secondes. Arrêt séquence, nous avons une alerte d'arrêt à H moins 30 secondes. C'est un arrêt automatique ordonné par l'ordinateur chargé de la séquence. L'ordre automatique de pressurisation n'a pas été donné. Bien qu'on aurait pu le faire manuellement, l'ordinateur nous indique « Je ne vous ai pas dit de le faire ». Donc, vous ne devriez pas être en train de le faire. 30 secondes est le moment approprié pour arrêter l'opération. La plupart du travail s'effectue juste en face de la salle de lancement, au centre de contrôle, à Kennedy. Néanmoins, beaucoup de soutien était assuré par le centre spatial qui disposait d'une équipe de travail comparable avec leurs sous-traitants. On a donc conclu que l'opération était sûre, alors on a donné instruction de court-circuiter le signal et on pouvait y aller, ce qui a été fait. Ici Houston, feu vert pour l'orbite. Vous avez le feu vert pour l'orbite. Merci pour ces paroles encourageantes, Robert. On y va pour l'orbite. Après avoir procédé au check-up complet du vaisseau spatial lors d'une révolution autour de la Terre, c'est la mise à feu du moteur du module de service pour l'injection sur l'orbite de transfert vers la Lune. Houston, on a l'impression d'être au milieu d'une tempête de neige. Ron Evans aux commandes de la cabine Apollo. Il effectue les manœuvres de rendez-vous avec le module lunaire. Et une fois le train spatial assemblé, c'est le départ vers la Lune. Tandis que Cernan, Evans et Schmitt s'envolent vers la Lune, le directeur du vol, Don Putty, situé directement en dessous de la salle de contrôle des vols Apollo, dirige son équipe vers un simulateur de vol de longue durée pour la prochaine mission, le Skylab. Comme vous le savez très probablement, parallèlement, nous travaillons toujours sur d'autres programmes. Et Skylab sera le projet phare à partir du printemps de l'année prochaine. On travaille aussi sur une mission en collaboration avec les Russes, qui aura lieu en 1975. Et bien sûr, il y a une bonne partie de l'équipe du centre de contrôle et d'autres éléments du centre qui sont impliqués dans le projet de la navette. Alors, c'est le début d'une nouvelle ère, je l'espère. Skylab volera bien sûr au printemps de l'année prochaine, avec 3 hommes, pour une durée de 28 jours. Puis 2 mois après, on enverra encore 3 hommes pendant 56 jours. Ceux-là descendront, et 1 mois après, 3 autres seront lancés encore pendant 56 jours, ce qui veut dire que l'année civile 73 sera très active du point de vue des vols spatiaux. Le 10 décembre 1972, America et Challenger se mettent en orbite autour de la Lune. Houston, ici, America et Challenger. Challenger arrive et apprécie bien l'ampleur du défi qui l'attend.
Le lendemain, 11 décembre, Cernan et Schmitt rentrent dans le module lunaire et se détachent de la cabine Apollo. Il a l'air bien, plus joli sous cette lumière que sous la lumière directe du soleil. Compris, America. Bon vol. Image étonnante que le LEM filmait depuis la cabine Apollo en train de survoler son site d'atterrissage Taurus Littrow. C'est là qu'Harrison Schmitt, le géologue, espère trouver des échantillons de matériaux lunaires plus récents et surtout des preuves de l'existence du volcanisme lunaire. Vous êtes aligné sur la bonne étoile. Continuez. On commence à voir le haut du massif, là, Houston. On commence à descendre. C'est bon, c'est bon. 42 degrés. 37 degrés à 5500. 53 degrés. Ok, j'ai le triangle. 2500 pieds, 52 degrés. Ah, on dérive bien, là. Vous sentez cette dérive, là? C'est bon. On descend à 78, on y va. C'est bon. 110 pieds, un peu en avant, juste un peu. 90 pieds. Un peu de vitesse en avant. 80 pieds. Ralentissez en 3. C'est bon, on descend. Un peu de poussière là. 20 pieds. Pas beaucoup. C'est bien. 20 pieds. Pas beaucoup. 10 pieds. C'est bon. Poussez un peu. Moteur coupé. Ok, Challenger a alluni. Houston, vous pouvez informer America que Challenger se trouve à Taurus Littrow. 11 décembre 1972, Cernan et Schmitt quittent le module lunaire pour exécuter leur première sortie. Pour cette sortie à la surface de Taurus Littrow, j'aimerais dédier ce premier pas d'Apollo 17 à tous ceux qui ont rendu cette mission possible. Premier travail, décharger tout le matériel, et notamment le rover, la Jeep lunaire électrique, qui va les mener jusqu'au site d'exploration. C'est magnifique. C'est l'un des moments de ma vie dont je suis le plus fier. C'est incroyable. Nous vous remercions. Cernan conduit le rover. Schmitt transporte une valise renfermant le matériel scientifique nommé ALCEP. Hey, t'as besoin de moi, Jane? Non, je vais jouer un peu avec Alcep. Pendant ce temps-là, à Houston, un groupe de scientifiques installés dans une salle spéciale appelée salle scientifique surveille et conseille l'activité des astronautes. À chacun sa tâche. Schmitt déploie l'ALCEP. Cernan effectue des forages dans le sol afin de collecter des échantillons et d'y installer des sondes. Ça me semblait pas si dur à première vue. J'arrive. Je me disais bien que j'avais quelque chose à faire ici. Laisse-moi mettre plus de poids ici. Ça va lentement, très lentement. Je vais sortir ce truc-là maintenant que je l'ai en main.
Eh les gars, quand est-ce que vous allez vous mettre au boulot? Ouais, 29,5 à partir de maintenant, mais rappelez-vous, ils ont quitté le site un peu en retard. Ça y est, ok. Jim, il faut faire comprendre à Parker qu'il faut se tirer de là. Sur la Lune, comme sur Terre, c'est une course contre la montre. Le temps presse. Les réserves d'oxygène et d'eau dans le sac à dos s'épuisent. Et puis, le soleil descend sur l'horizon, la luminosité baisse. Le câble, faites attention, le câble. Ça va, il pourrait casser le monde entier avant de casser ce câble. Une fois l'ALCEP mise en place, ils vont quitter le site pour faire une brève reconnaissance et collecter de nouveaux échantillons. Beaucoup d'éléments de l'ALCEP fonctionnaient très bien. L'expérience d'enregistrement des températures marchait comme dans un rêve. La sonde avait déjà transmis des données. Elle en était encore au stade de refroidissement suite à l'opération de forage, mais elle devrait bientôt émettre des vraies données sur la température du sous-sol. Voyons si j'arrive à briser ce bout-là pour faciliter le contact. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Regardez-les, bon Dieu. La première sortie est terminée. Il est temps de retourner à Challenger, mettre en marche les appareils d'enregistrement, le tout en chantant. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. May is the month. May, that's right. May is the year of the month. Première nuit de sommeil sur la Lune. Pendant ce temps-là, au sol, à Houston, Américains et Russes préparent l'amarrage entre un Apollo et un Soyouz. Le but principal de la mission commune Apollo-Soyouz est de fournir un système d'accostage compatible et de démontrer que nous avons des procédures d'amarrage compatibles qui permettront à deux pays différents de se mettre à quai dans l'espace. Mais le plus important, à mon avis, c'est la dimension symbolique. Voilà deux superpuissances qui apprennent à travailler ensemble dans l'espace. Cela pour mener l'humanité vers de nouvelles frontières, pour pouvoir trouver des solutions. Le fait que nous soyons en concurrence ne nous empêche pas de collaborer, de nous prêter la main. Et il me semble que le programme Apollo-Soyouz illustre parfaitement cette idée. Ah, quelle belle journée! Il n'y a pas un nuage ici. Enfin, sauf sur la Terre. Nouvelle sortie sur la Lune. La veille, Eugene Cernan a endommagé l'aile arrière du rover. C'est le premier accident de la route. Mais la poussière soulevée risquait de gêner les caméras. Du coup, durant la nuit, John Young, qui fut le commandant d'Apollo 16, a revêtu le scaphandre lunaire et s'est mis dans la situation des astronautes pour trouver une solution. Un morceau de carte de lune, du ruban adhésif feront l'affaire, le tout renforcé par des serre-joints. Et cette réparation de fortune va tenir pendant toute la durée de la mission. Schmidt, le géologue, va installer des packs d'explosifs qui seront activés après leur départ de la Lune. Et ceci afin de générer des trains d'ondes dans le sous-sol qui seront enregistrés par les sismographes. Mais attention, sur la Lune, ne jamais perdre de vue le LEM, sinon coupure des liaisons radio. Ils doivent être quelque part par là pour voir clair. Ah, d'un autre côté, ils sont en train de descendre. Je les vois plutôt ici. Nous sommes exactement là où on voulait se rendre pour la base 2. Et c'est un endroit superbe. On dirait qu'ici, il y a une bonne variété de choses, hein. Des couleurs différentes en tout cas. Ah, c'est dur, non? Ce caillou est roulé. Ah, il est dur comme tout. Elle ne te fait pas mal aux pieds. Ici, le relief est un peu différent. Ils sont plus loin sur la colline, je crois. Cet échantillon est assez compact. Le bas n'est pas lisse, plutôt déchiqueté comme fragmenté. Dis-leur de chercher le deuxième tube d'échantillon de sol et on doit pouvoir y aller. Oh, oh purée.
Jack Smith doit avoir quelques problèmes. Et Jack Schmitt de connaître quelques petits problèmes. Durant cette deuxième sortie, ils visiteront plusieurs sites, mais celui qui déclenchera l'émotion la plus forte sera le cratère nommé Shorty. Oh, hey! There is... Hey, voilà un sol orange. Ok, ne bouge pas, j'arrive pour voir ça. Hey, partout. C'est orange. Reste là jusqu'à ce que je le voie. Je vais le remuer avec mes pieds. Hey, je le vois ici. C'est orange. C'est du volcanisme. Fantastique. C'est vraiment orange. Jack, that is really orange. Je pense que c'est la trouvaille la plus excitante depuis le début du programme Apollo. Je crois qu'on en tirera le plus de bénéfices. Il y a de la matière gris clair sur les deux côtés. Ah, c'est incroyable. Hey, Jean, on a besoin d'un bon paquet de cette couleur. Il n'y a pas assez de temps, Tony. Quoi que tu fasses, il n'y a pas photo. Ils ont besoin de plus de temps. 5 bonnes minutes. Je vois qu'on est descendu d'à peu près 3 cm. Ils doivent partir à un certain moment. Peu importe ce que nous avons en main. Mais sur la Lune comme sur la Terre, le temps, c'est l'ennemi de l'explorateur. À regret, ils doivent quitter le cratère Shorty et son sol orange. C'est incroyable qu'ils aient pu en tirer des échantillons comme ça. Le temps passe. Retour au rover. La route est longue pour regagner Challenger. We'd like you to leave immediately. Oui, il faut qu'on parte immédiatement. Okay. Ah, nom d'une pipe, que le temps passe vite. Pendant ce temps-là, au sol, des équipes réfléchissent à l'après-Apollo, à ce qui va devenir la navette. J'ai ici un modèle de la navette spatiale. Vous voyez qu'elle ressemble à un avion, avec des ailes de type Delta, montées sur un système de propulsion. Le système est conçu de manière à permettre la réutilisation des composants les plus coûteux. Maintenant qu'on commence à comprendre ce que c'est que l'espace, le potentiel économique, ce qu'il faut à partir de maintenant, c'est apporter une gamme plus vaste d'instrumentation pour l'espace. Nous devons fournir à l'homme une véritable capacité à travailler dans l'espace. Ok Bob, je suis sur la plateforme. Il est à peu près 4h30 de l'après-midi, un mercredi. Et je sors sur la plaine de Taurus-Littrow, une belle vallée. 13 décembre. Hier, ils ont exploré le côté sud de la vallée. Aujourd'hui, ils iront au nord. Hey Jim, c'est votre dernière chance de nous épauler maintenant. On sait que vous le ferez, allez. Oh, bon sang, j'ai un gros bout là. Ça va toi? Plutôt ingrat là-haut, non? Hey, laisse-moi un peu voir ce que c'est. Les scientifiques du projet Apollo vont continuer leur travail. Et je suis certain que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, que nombre de mystères et d'énigmes se poseront à nous. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que l'espace est accessible à l'homme et qu'il y retournera pour poursuivre cette exploration jusqu'à la Lune et au-delà. Je suis absolument persuadé que ceci a bouleversé les fondements de notre philosophie, sous tous ses aspects. Je pense que nous commençons à peine à entrevoir ce qu'est l'ère de l'exploration de l'espace. Nous avons encore un long chemin à faire, et j'espère que je serai encore en vie quand nous irons au-delà de notre système solaire, pour trouver une autre planète Terre. Hey Jack, quand on aura terminé aujourd'hui, on aura vraiment parcouru cette vallée de fond en comble, d'un bout à l'autre. C'était bien l'idée.
La fin de la mission approche. Cernan et Jack Schmitt regagnent le rover pour retourner à Challenger. Mais avant de quitter la surface de la Lune, ils vont procéder à une petite cérémonie. Ceci est une pierre, très fragmentée, avec toutes sortes de facettes, toutes différentes. Lorsque nous rapporterons cette pierre, et beaucoup d'autres pierres similaires avec nous à Houston, nous aimerions en partager une partie avec de nombreux pays de par le monde. Nous espérons ainsi symboliser ce que nous ressentons, ce que l'on ressent au sein du programme Apollo, et donner ainsi un symbole à l'humanité. De pouvoir à l'avenir vivre en paix et en harmonie, les uns avec les autres. Et c'est le dernier hommage à la Lune. J'aimerais juste dire que ce que je crois, c'est que l'histoire reflètera que le défi de l'Amérique d'aujourd'hui a forgé le destin de l'homme pour demain. Alors que Cernan et Schmitt achèvent leur dernière marche sur la Lune et se préparent pour le décollage du lendemain, Ron Evans, en orbite, continue à travailler. Il photographie, observe, note, fait tourner les caméras, surveille les expériences contenues dans la soute spéciale. En orbite comme au sol, chaque seconde est précieuse. Ça donne quoi au niveau des expériences? Ça se passe bien, vraiment bien. Nous cherchons une structure géologique sous la surface au sens large, des couches successives par exemple. Le radiomètre infrarouge. Qu'est-ce que cela implique? Le radiomètre mesure la température de la Lune et produit une carte précise des températures en dessous du vaisseau spatial. Et ça donne de très bons résultats. Et comment marche l'expérience du point de vue de la mécanique de l'engin principal? Pour ce qui concerne l'expérience même, l'équipement marche très bien, exactement comme prévu. Tout fonctionne dans les normes. Mais une bonne part de l'expérience repose sur l'homme. Il faut un homme pour la faire marcher. 3, 2, 1, allumage. Décollage Houston, la température est OK. Je vous entends bien, on a contact. OK, 30 secondes, 308. Descendre à 1500 pieds. Ouais, c'est bon. Sur l'étage de descente du vaisseau Challenger, qui restera à jamais sur la Lune, il dépose une plaque portant cette inscription. Ici, l'homme a accompli les dernières explorations de la Lune en décembre 72. Puisse l'esprit de la paix dans lequel nous sommes venus être le reflet des vies de l'humanité entière. Cernan et Schmitt rattrapent Evans et se préparent à l'amarrage. Ça fait plaisir de te voir. Un plaisir de vous voir en retour ici. C'était un bon voyage. Ouais, le Challenger, c'est une belle bécane. 16 décembre, allumage du moteur pour quitter l'orbite lunaire et se mettre sur la trajectoire de retour vers la Terre. Houston, ici America, on a bon vent, mer calme et on revient à la maison. Eh, c'est super ça! Le côté fun dans le fait d'être un homme de l'espace. Eh, c'est ça. Le 17 décembre, à 350 000 km de la Terre, Ron Evans effectue une sortie dans l'espace, histoire de se dégourdir les jambes. Hello, la Terre! Il te voit là dehors, t'es magnifique. Hey, John! Ça va? Hey, Jimmy! Evans récupère les chargeurs des 2 caméras, ainsi que le radar. Les données seront ensuite analysées au sol. Et voici la dernière, Jim. Avant de réintégrer l'étroite cabine Apollo, un dernier regard en direction de la planète bleue.
un petit croissant de terre où les attendent tous les acteurs du programme Apollo. Et le 19 décembre, c'est la rentrée dans l'atmosphère. À bord, une masse record de 110 kilos d'échantillons. Ceci marque la fin d'un chapitre flamboyant de l'histoire de la conquête de l'espace. En quelque sorte, il marque la fin d'une ère très romantique dans l'exploration de l'espace. Mais je veux insister sur ce point. Le livre est toujours en train de s'écrire. La Lune. Un monde sans vie. Un monde où l'homme a laissé son empreinte, sa signature. Oui, l'homme a décroché la Lune et l'a ramenée sur Terre en morceaux pour le bonheur de l'humanité.